Alors, une petite correction du DS numéro 2, donc toujours sur les ondes. Alors, le premier exercice qui s'intitulait Les dents, c'est important, donc sur les ondes. Donc, on vous parle de brosse à dents et surtout, on nous dit l'objectif de cet exercice est de déterminer le diamètre d'un brin de brosse à dents. Donc, ça veut dire que vous imaginez, hein, vous avez une brosse à dents et un brin de la brosse à dents, on va essayer de déterminer ça. Alors, à l'aide de quoi? On nous en parle, on nous dit à l'aide du phénomène de diffraction. Donc là, vous savez, vous avez affaire à un exercice sur la diffraction. Ensuite, on s'intéresse au niveau d'intensité sonore émis par une brosse à dents électrique. Donc, il y a deux parties dans l'exercice. Une première partie sur le phénomène de diffraction, une seconde partie où on va nous demander des choses sur l'intensité sonore, niveau d'intensité sonore, etc., etc. Alors, on commence avec la diffraction. Donc, détermination du diamètre d'un brin de brosse à dents manuelle. Donc là, c'est une brosse à dents manuelle. Alors, on nous dit que l'expérience est schématisée sur la figure 1. Donc, attention, on a bien la figure 1 ici, hein, d'accord? Alors, on réalise ça avec 8 fils calibrés de diamètre A connu. Donc, le diamètre des fils, c'est petit a. Et chaque fil est positionné sur le trajet d'un faisceau laser de longueur d'onde lambda. Donc, on prend chacun des fils et on les place devant le laser et on observe sur un écran ce qui se passe. Alors, l'écran qui est placé à une distance grand D, qui ne va pas bouger évidemment. Hein. Nous, on avait vu que la distance grand D, plus elle est grande, plus mieux ce sera. Hein. On observe une figure de diffraction et L est la largeur de la tâche centrale. Donc, tout est schématisé ici. Vous avez L là, le D ici et le petit a qui est ici, c'est la largeur du fil. Alors, on nous dit que θ, c'est l'angle caractéristique de diffraction et il se retrouve ici ou là. Donc, c'est le demi-angle en fait de diffraction. Donc, attention, là, on a la tâche centrale en entier entre le milieu des deux extinctions et le θ, c'est l'angle entre la moitié, le milieu de la tâche centrale et une extinction d'un côté ou de l'autre. Et alors, on nous redonne c'est l'expression de l'angle caractéristique de diffraction qui est θ égale lambda sur A. Donc ça, il vous le redonne. Normalement, vous le connaissez, mais là, ici, il vous le redonne. Alors, quelles sont les questions? Première question. À l'aide de la figure 1, donc c'est marqué, hein, donc il faut se servir de la figure 1. Et en se plaçant dans l'approximation des petits angles, ça veut dire que si θ est petit, on pourra dire que tangente θ est environ égale à θ. Montrer que la largeur L de la tâche centrale de diffraction a pour expression cette expression, où on voit apparaître le diamètre du fil, la largeur de la tâche centrale, et K qui est une constante, un coefficient qui, on doit le trouver, est égal à 2 fois lambda fois grand D. Alors, c'est toujours le même type de question ici. Hein. Donc, d'après la figure 1, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a un triangle rectangle, d'accord? Donc, on va pouvoir utiliser la trigonométrie pour dire que tangente de l'angle θ, c'est côté opposé, ici, là, tac, tac, sur côté adjacent. Côté opposé, c'est la moitié de la tâche centrale, donc ça va être L sur 2, et le côté adjacent, ça vaut grand D. Donc ça veut dire que tangente θ égale L sur 2 divisé par D, ce qu'on a aussi le droit d'écrire, L sur 2D. Or, on est dans l'approximation des petits angles, donc on peut dire que θ est environ égal à tangente θ. Alors oui, parce que les angles, quand D est très grand, l'angle θ, il est très très petit, donc on pourra utiliser cette approximation. Donc on arrive, grâce à la figure 1, à ce que θ soit égal à L sur 2D. Voilà, première chose. Deuxième chose, on voit que ce qu'on a à démontrer fait intervenir le A. Or là, j'ai le L, mais je n'ai pas le A. Mais on nous a redonné ici la relation qui nous dit que θ égale lambda sur A. Alors, c'est toujours le même genre de question sur la diffraction. Hein. Normalement, ça n'aurait pas dû vous surprendre. Et donc, du coup, on a deux expressions pour θ. On a le droit, évidemment, de dire que c'est la même chose. Donc, L sur 2D égale lambda sur A.
Alors nous, on veut L égale, donc il faut manipuler la formule ici pour avoir L égale. Donc pour ça, alors que vous faites évidemment sur votre brouillon, mais là je fais une correction, donc c'est pour vous aider, on manipule la formule, on multiplie par 2D ici, pour enlever le 2D, mais du coup, on multiplie par 2D de l'autre côté. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive à L égale lambda fois 2D sur A. Alors, je peux mettre le sur A partout, je peux le mettre sur le lambda, je peux le mettre sur le 2D, je peux faire un petit peu ce que je veux. Et donc, du coup, ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne, il nous faut isoler le 1 sur A. Et donc, ce serait quoi? Ce serait lambda fois 2 fois D fois 1 sur A. C'est exactement la même chose que cette expression-là. Et donc, du coup, est-ce qu'on arrive bien à montrer ce qu'il faut? Oui, parce que L est bien égale à K fois 1 sur A, avec K qui vaut lambda fois 2D. Ou 2 lambda fois D, c'est exactement la même chose. Ou lambda fois 2D. Ou 2 lambda fois D, ou D fois 2 lambda, enfin comme vous voulez. C'est exactement ça. Ok? Donc voilà comment on arrive à démontrer ce qui nous est demandé. Ça n'était pas demandé là, puis on ne s'en servait pas. Mais si on a L égale K fois 1 sur A, et qu'on trace L en fonction de 1 sur A, d'accord, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une droite passant par l'origine. Et le coefficient directeur de cette droite serait le K. Okay, donc ça, c'est dans certains exercices, c'est ce qu'on peut vous demander pour trouver le lambda, par exemple. La valeur de la longueur d'onde, on peut la trouver en traçant L en fonction de 1 sur A. Mais bon, là, on a répondu à la question qui était posée. Alors, à la suite, un logiciel de traitement d'image permet d'obtenir la distribution de l'intensité lumineuse sur l'écran. Donc en gros, là où c'est plus ou moins lumineux. Et on obtient pour deux fils différents, donc c'est ce qui est évidemment on vous dit pour deux fils, on obtient les figures, enfin les photos présentées sur la figure 2. Alors la figure 2 c'est tout ça, donc attention, la figure 2 c'est ça, donc c'est expérience B en bas et expérience A en haut. Donc voilà ce qu'on obtient, première photo, là c'est la distribution lumineuse, donc l'intensité en fonction de la position sur l'écran. Et donc, avant même d'aller regarder les questions, qu'est-ce qu'on voit? Ça, il y a moins d'intensité lumineuse. Là, il y a moins d'intensité lumineuse. Là, il y a beaucoup d'intensité lumineuse. Qu'est-ce qu'on voit? Les extinctions ici et là, c'est la tâche centrale. Donc, ce que vous avez évidemment là, le 1,32 cm, c'est la largeur de la tâche centrale pour cette expérience-là, qui est, attention, l'expérience A. Donc ça, c'est l'expérience A. On a 1,32 cm pour la largeur de la tâche centrale. Ensuite, on fait pareil pour l'expérience B. Alors l'expérience B, on aura une tâche centrale de 0,65 cm et ça serait donc extinction là et là. Donc la largeur de la tâche centrale, elle est là. Et c'est comme si on avait mesuré ici. D'accord? Donc tout ça, c'est la largeur de la tâche centrale pour l'expérience B. D'accord? Expérience B, hop, c'est celle-ci. En haut ici, on serait pour l'expérience A. Et donc on aurait ici la tâche centrale pour l'expérience A. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous demande là-dessus? Alors, on nous demande Q2. Attribuer à chacune des expériences A et B de la figure 2 les diamètres des fils calibrés. Alors là, on nous dit A1 qui a comme valeur 150 micromètres et A2 qui a comme valeur 300 micromètres. Donc, il faut dire si A1, c'est le fil, enfin le diamètre du fil qui a été utilisé pour l'expérience A ou l'expérience B, pareil pour A2. Alors, comment on réfléchit à ça? On a trouvé à la question Q1 que L était égal à K fois 1 sur A. D'accord? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que L et 1 sur A sont proportionnels. Voilà ce que ça veut dire. Mais donc, ça veut dire aussi que L et A sont, donc plus 1 sur A, mais A,
sont inversement proportionnels. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que L augmente quand A diminue. Donc ça marche en sens inverse. Donc là, je passe de A1 égale 150 micromètres à A2 égale 300 micromètres. Donc A1 est plus petit que A2. D'accord? Comme elle augmente quand A diminue, ça veut dire que la tâche centrale pour le fil 1, donc de diamètre A1, devrait être supérieure à la largeur de la tâche centrale pour le fil numéro 2. Donc du coup, on va aller regarder. C'est où la tâche centrale la plus grande? C'est pour quelle expérience? Pour l'expérience A, on a 1,32 et pour l'expérience B, on a 0,65. Donc du coup, on a que LA est supérieur à LB. Donc, il fallait que L1 soit supérieur à L2. Or, LA est supérieur à LB. Donc, ça veut dire que A1, 150 micromètres, c'est l'expérience A, et que A2, 300 micromètres, c'est l'expérience B. D'accord? Alors attention, parce que vous devez justifier ici. Il ne faut pas juste dire A1 c'est l'expérience A, A2 c'est l'expérience B. Il faut évidemment avoir fait cette démarche. Donc L et A sont inversement proportionnels. Donc quand L augmente, A diminue. Or, comme L pour l'expérience A est supérieur à L pour l'expérience B, ça veut dire le contraire pour les diamètres des fils. D'accord? Donc attention à bien rédiger et à bien justifier. Alors, on continue. Maintenant, attention à bien lire. On continue en utilisant maintenant à la place des fils de diamètre connus, un brin de brosse à dents. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne connaît pas le diamètre du brin de brosse à dents. Alors, attention aux données qui vous sont proposées. Alors, on nous dit la mesure de la largeur de la tâche centrale de diffraction pour ce brin de brosse à dents et L égale 1,89 cm. Ça veut dire qu'on a mis le brin de brosse à dents devant le même laser de même longueur d'onde. L'écran, on l'a mis à la même distance gradée. On a observé une figure de diffraction et la tâche centrale pour cette figure de diffraction avait cette valeur-là. On nous la donne, on ne va pas s'embêter. L'incertitude sur la mesure de la largeur de la tâche centrale vaut 1 mm. Attention, unité, millimètre ici, centimètre ici. Donc, il va peut-être falloir faire quelque chose. La valeur de la constante K avec son incertitude type est K égale 1,96 10 - 6 mètres carrés, attention à l'unité, et UK égale 0,03 10 - 6 mètres carrés. Alors, c'est quoi cette constante K? C'est ce qu'on a trouvé. C'est la constante K qui nous dit, qui est ici, L égale K fois 1 sur A. Alors, c'est la constante K associée à notre brin de brosse à dents. D'accord? Au lien plutôt à notre brin de brosse à dents, je dis, c'est pas ça. C'est que c'est la constante K qui est utilisée pour la distance gradée qu'on a pris et la longueur d'onde qu'on a pris. D'accord? Donc, pour cette expérience, elle vaut cette valeur-là. Pourquoi elle est en mètres carrés? Quand même, c'est intéressant. Vous avez L égale K fois 1 sur A. Ça, si vous manipulez un peu la formule, vous multipliez par A des deux côtés pour virer le A de ce côté-là. Et ça nous fait K égale L. Oula. Attention, 2 secondes. Voilà. Donc, ça nous fait L fois A. L en mètres, A en mètres. Donc, c'est deux distances. Mètre fois mètre, mètre carré. D'accord? Attention aux manipulations de formules, ça a coûté cher à pas mal d'entre vous, donc il faut s'entraîner. Il n'est pas du tout honteux de faire des manipulations sur son brouillon ou même sur sa feuille, mais sans en mettant les résultats de la manipulation. C'est-à-dire qu'ici, hop, vous avez multiplié par A, parce qu'on veut K égale. Donc, il faut qu'on se débarrasse du 1 sur A. Pour se débarrasser du A qui est en bas, on va multiplier par A. Donc, A sur A, ça va partir, c'est ce qu'on veut. Mais mathématiquement, si je multiplie par quelque chose d'un côté, par un coefficient, je suis obligée de multiplier par le même coefficient de l'autre côté. Donc, du coup, il nous reste bien K égale L fois A. Alors, on nous demande quoi? Montrer que la valeur expérimentale du diamètre du brin de brosse à dents, donc on va appeler A brosse. Alors A parce que c'est le diamètre d'un fil et brosse parce que c'est celui du brin de brosse à dents. Et il faut montrer que ça vaut ça. Donc là, on doit trouver ça.
D'accord? Si on ne trouve pas ça, c'est qu'il y a une erreur. Donc, si vous ne trouvez pas ça et que vous n'avez pas le temps de revenir dessus, bah vous dites, enfin, c'est faux, c'est une erreur, mais surtout, vous ne faites pas comme si de rien n'était. Ça, c'est pas possible. On doit trouver ça, c'est ce qu'on nous demande. Alors, comment on fait ça? Bah, on sait que L égale K fois 1 sur A. Je l'ai écrit juste avant. D'accord? On a vu que du coup, A fois L égale K. Donc, je peux très bien continuer à manipuler pour trouver A. Et qu'est-ce que ça me ferait pour A brosse? Bah là, je manipule cette formule-là, alors celle-là, parce que c'est plus joli, voilà. Je manipule celle-là. Je veux A égale, donc il faut que je divise par L, ici. Et je divise par L de l'autre côté. Donc, ça me fait A égale K sur L. On connaît tout. On connaît K, qui vaut 1,96 10 puissance moins 6, et on connaît L, qui vaut 1,89 cm. D'accord? Donc, du coup, attention à l'application numérique. Quel est le problème ici? Bah, c'est le problème des unités. Il faut que vous mettiez K et L dans deux unités cohérentes. Donc, K est en mètres carrés. Donc, il faut mettre L en mètres. Si j'ai des mètres carrés en haut et des mètres en bas, bah, il me reste des mètres. Donc, j'aurai A brosse en mètres et c'est ce qu'on veut. Donc, ça me fait 1,96 10 moins 6 mètres carrés. Donc, ça, pas de problème. Mais on divise par 1,89 cm qu'il faut mettre en mètres. Attention, là aussi, ça coûte cher à beaucoup d'entre vous parce que vous ne savez pas convertir. Et là, c'est trop dommage. Centimètre, 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres. À savoir absolument. Donc, on remplace par 1,89 10 moins 2. Alors, si on fait ça, bah, on trouve 1,04 10 puissance moins 4 mètres. On garde 3 chiffres significatifs puisque j'en ai 1, 2, 3 là et 1, 2, 3 en bas. Donc, du coup, je peux garder 3 chiffres significatifs. Et on est content, on trouve ça en mètres. Alors, on continue. Alors, évidemment, on nous demande l'incertitude sur ce diamètre du brin de brosse à dents. Alors, on vous donne la formule. L'incertitude sur le diamètre du brin de la brosse à dents égale A de la brosse et racine carrée des incertitudes divisé par les valeurs, le tout au carré. Alors, on va appliquer cette formule évidemment, puisque là, il n'y a pas à la manipuler, on nous la donne directement. Sauf que, attention, il faut faire attention à ce que ça et ça soient dans la même unité et ça dans la même unité. Par contre, c'est pas les mêmes d'une parenthèse à l'autre, hein, d'accord? C'est en haut et en bas les mêmes unités. Après, on n'est pas obligé de, si c'est que des distances par exemple, là c'est pas le cas, mais si c'était que des distances, on n'est pas obligé de mettre à chaque fois en mètres. On met en haut et en bas la même, d'accord? C'est ça qui est important. Alors, calculer la valeur de l'incertitude, bah, si on implique ça, si on applique cette formule-là, vous allez trouver, alors je vais pas remplir, enfin, si je peux le faire. Donc, si j'applique numériquement, ça va me faire le A de la brosse, donc c'est ça, 1,04, 10 moins 4. Alors, si je mets ça en mètres, je vais avoir mon incertitude en mètres. Et donc, je vais multiplier par la grosse racine. Alors, il faut la poser, hein, c'est obligatoire sur votre feuille. Donc, UK, c'est quoi? Alors, UK, on y retourne, on l'a, elle est là. 0,03 10 moins 6 et je suis en mètres carrés. Donc, ça va me faire 0,03 10 moins 6. Je suis en mètres carrés. Sur K, pareil, en mètres carrés. 1,96 10 moins 6. Là, j'ai bien la même unité. Et ça, attention, au carré. Plus UL sur L. Alors, L, c'est 1,89 cm et UL, 1 mm. Donc là, il faut se décider. Soit on met tout en millimètres, soit on met tout en centimètres, soit on met tout en mètres. D'accord? Alors, personnellement, j'aime bien mettre tout en mètres, parce que comme ça, je ne me pose pas de questions. Donc, UL, c'est 1 mm. Donc, en mètres, c'est 1 fois 10 puissance moins 3. Et 1,89, ben là, on l'avait mis, 1,89 cm. Ça fait 1,89, 10 moins 2 mètres. Attention, le tout au carré. Alors, si j'applique ça, évidemment, là, ma correction, c'est très moche. Hein, là, c'est juste pour vous expliquer. Vous, il faut que ça soit bien joli sur votre feuille. Alors, si on fait ça, on trouve, en gardant un seul chiffre significatif arrondi à l'excès, donc très important, on trouve 6, 10 moins 6 mètres. Et alors, 10 moins 6 mètres, c'est quoi?
bah, c'est un micromètre. Donc, ça veut dire qu'on trouve 6 micromètres. D'accord? Donc, alors là, c'était pas demandé de l'écrire comme ça, mais ça veut dire qu'on a l'incertitude sur le diamètre du brin de la brosse qui vaut 6 micromètres. Et le diamètre du brin de la brosse qu'on a trouvé vaut 1,04 10-4 mètres. Donc, comment écrire ce qu'on vient de trouver avec son incertitude, même si là, ce n'était pas demandé explicitement, bah, il faudrait qu'on écrive le A en micromètres, par exemple. Et 1,04 10-4 mètres, ça fait 104 10-6 mètres. D'accord? Et ça, bah, ça veut dire que ça fait 104 micromètres. D'accord? Et on a une incertitude de 6 micromètres. Alors du coup, c'est bien. Bon, je me mets en bas là. Ça veut dire que le A de la brosse, c'est 104 plus ou moins 6 micromètres. Alors on est content parce que le 6, il joue bien sur le dernier chiffre écrit de notre valeur de diamètre du brin de la brosse à dents. Et donc, du coup, bah, c'est assez cohérent. Et ça voudrait dire quoi aussi? Je peux le faire tout de suite, même si ce n'était pas demandé. Ça veut dire que le diamètre du brin de la brosse est compris entre 104 moins 6, donc ça fait 98 micromètres, et 104 plus 6, donc 110 micromètres. Donc, ça veut dire que expérimentalement, avec l'incertitude, et notre expérience de diffraction, on trouve que le diamètre du brin de la brosse à dents est compris entre 98 micromètres et 110 micromètres. Alors, c'est une incertitude assez grande, mais bon, ça a l'air cohérent. Et alors, justement, dans la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, pour les personnes ayant des dents et gencives très sensibles ou ayant subi une chirurgie dentaire, la brosse à dents ultra souple, dont les bras ont un diamètre de 100 micromètres, est préconisée. Donc, pour ces personnes aux dents sensibles, le A de la brosse devrait être de 100 micromètres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Q5, à l'aide de la donnée précédente. Alors, la donnée, elle est là. Alors, c'est le Z-score qu'on vous donne. On nous dit ce qu'on appelle aussi la qualité de la mesure. C'est le quotient valeur, la valeur théorique de ce qu'on... la valeur de la grandeur que vous avez trouvée expérimentalement, moins X référence, c'est la valeur de la même chose, mais de référence théorique. Et on divise par l'incertitude sur la grandeur que vous avez mesurée. Si ce quotient, donc ce Z-score, est inférieur ou égal à 2, on dira que c'est cohérent. D'accord? Sinon, ça l'est pas. OK? Si c'est supérieur à 2, c'est que ça ne marche pas. Donc, du coup, ici, quand on nous demande, à l'aide de la donnée précédente, vérifier que le résultat du diamètre du brin de la brosse à dents obtenu expérimentalement, donc ce qu'on vient de trouver, est en accord avec celui de référence qui vaut 100 micromètres, là, ce qu'ils veulent que vous fassiez, c'est évidemment utiliser le Z-score, puisque c'est marqué à l'aide de la donnée précédente. Alors, on va le faire, évidemment, mais ce qui aurait, je pense, été accepté, même si ce n'était pas cohérent par rapport à la demande, c'est ce que j'ai fait au-dessus. C'est-à-dire qu'avec l'incertitude qu'on a trouvée, le diamètre du brin de la brosse, c'est 104 plus ou moins 6 micromètres. Donc, on trouve l'intervalle dans lequel se trouve le diamètre du brin de la brosse. Or, 100 micromètres, c'est bien compris entre 98 et 110 micromètres. Donc, ça veut dire que avec notre expérience, les conditions dans lesquelles on les a faites et les incertitudes, dans lesquelles on l'a faite et les incertitudes, on est bien en accord avec la valeur de référence puisque celle-ci se retrouve dans l'intervalle qu'on a trouvé. Bon, je pense que ça aurait été accepté puisque c'est logique comme raisonnement. Par contre, il nous demande le Z-score. Alors, le Z-score, on va le calculer et normalement, d'après ce que je viens de dire, ça devrait être correct et être cohérent. Alors, si on calcule le Z-score ici, on trouve X, c'est notre valeur expérimentale. Donc ici, ça vaut, alors je peux le mettre en micromètres, 104 micromètres, j'ai trouvé. Moins la valeur de référence, c'est 100 micromètres. Attention, valeur absolue, bon là, ça sera positif, mais si on faisait 100 moins 104, évidemment, il faut mettre les valeurs absolues. Et on divise par l'incertitude. Alors évidemment, attention aux unités. Je suis en micromètres en haut, donc je vais me mettre en micromètres en bas, et on a trouvé 6 micromètres. D'accord? Alors, si on fait ça,
on trouve un z-score de 0,7 en gardant un seul chiffre significatif. Et donc, on a bien 0,7 qui est inférieur à 2. Donc, le résultat expérimental est en accord avec la valeur de référence. Alors attention encore une fois à la rédaction, on calcule le z-score, on dit qu'il est bien inférieur à 2 et on dit donc que la valeur est cohérente avec la valeur de référence ou qu'elle est en accord, etc., etc. Mais on rédige, on ne fait pas je calcule le z-score et puis c'est tout. Okay, il faut conclure. Il y a des points pour tout ici. Il y a des points pour le calcul du z-score, il y a des points pour le fait que vous comparez à 2 et il y a des points pour le fait que vous concluez sur l'accord ou pas. Donc, perdez pas bêtement des points parce que vous êtes feignant et que vous ne voulez pas écrire parce que vous avez compris que ça marche. Bah si, il faut écrire. Et il faut que la personne, il y a une règle, il faut que la personne, quand elle lit votre réponse, elle sait, sans même avoir à lire l'énoncé, quelle était la question. D'accord? Si, quand on lit votre réponse, on sait quelle était la question, bah c'est bon, c'est gagné. Ça veut dire que vous avez rédigé correctement. Si on ne sait pas, c'est qu'il manque des trucs. C'est qu'il manque un petit peu des choses. Donc voilà pour cette première partie qui était sur la diffraction. Alors, si on avait lu le début, on s'attend à avoir des questions ensuite sur l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore d'une brosse à dents électrique. Alors, c'est ce qui est noté dans le titre de la deuxième partie, niveau d'intensité sonore d'une brosse à dents électrique. Alors attention, le niveau d'intensité sonore, c'est L et non I, et ça s'exprime en dB, donc décibels. Donc attention à ne pas confondre avec intensité sonore toute seule. Alors on nous dit, à une distance de 10 cm d'une brosse à dents électrique en fonctionnement, le niveau d'intensité sonore mesuré par un sonomètre, donc qui mesure le niveau justement, a une valeur de 65 décibels. Il est qualifié comme fatigant sur l'échelle du bruit. Bon, donc voilà ce qu'on nous dit. Donc 65 dB. On nous donne comme information, comme donnée, la relation, ils sont gentils, vous la donnent, la relation entre le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore, L égale 10 fois le logarithme décimal du quotient I sur I0. I0 étant la valeur de l'intensité de référence qui est toujours donnée et qui vaut 1 10 moins 12, attention, watts par mètre carré. Donc ça vous rappelle que l'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré alors que le niveau d'intensité sonore s'exprime en dB. Donc attention. Ensuite, autre information, l'intensité sonore I est liée à la puissance sonore rayonnée par la source. Donc ça veut dire que votre brosse à dents, elle émet un son. Et ce son a une puissance sonore, donc en watts cette fois-ci, qui se note P. Et il y a un lien entre intensité et puissance. C'est I égale P sur S. Alors S étant... ah mince, hop, voilà, j'ai tout surligné du coup. Hop, voilà. S étant la surface d'air S qui reçoit en fait l'onde sonore. Waouh. Voilà. Alors S égale, donc c'est une surface qui reçoit l'onde sonore qui dépend de la distance à laquelle le récepteur, donc votre oreille, se trouve de la source, donc petit t, et la surface, c'est 4pi fois d au carré. Donc voilà ce qu'on vous dit. Alors, question, et c'est la seule, à l'aide, non pardon, il y en a deux, à l'aide des données, calculer la valeur de l'intensité sonore I1 correspondant au niveau d'intensité sonore, donc celui qu'on vous donne là, 65 décibels, qui se trouve donc, qui est le niveau sonore pour une brosse à dents à 10 cm de l'oreille ici. Alors, on veut I et on a L, alors que dans les données, on nous donne L en fonction de I. Donc là, vous aviez la formule qui vous permet de trouver, mais qu'il va falloir manipuler. Donc c'est là où il fallait manipuler cette formule. Alors, on nous dit L, donc c'est L1, égale 10 fois log de I1 sur I0. Donc, il faut sortir le I1. Alors, c'est pas facile parce que, enfin, c'est pas évident, parce que le log est une fonction. C'est pas quelque chose qu'on multiplie, on divise par le log. Non, pas du tout. C'est log de tout ça. C'est une fonction. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Déjà, on va se débarrasser du 10. Donc, on va diviser par 10 des deux côtés. Donc, ça me fait L1 sur 10 égale log
de I1 sur I0. Bon. Ensuite, il faut se débarrasser du log. C'est une fonction. Pour se débarrasser du log, il faut appliquer des deux côtés la fonction réciproque du logarithme décimal, c'est-à-dire 10 puissance. Ça veut dire que si je fais 10 puissance log de quelque chose, 10 puissance et log, ça s'en va, ça s'annule, et il me reste le quelque chose, entre guillemets. Donc du coup, je vais appliquer la puissance de 10 des deux côtés. Ça me fait 10 puissance L1 sur 10 égale 10 puissance log. Alors on fait attention quand on écrit, hein. Là c'est vraiment très moche ce que je fais parce que je n'ai pas beaucoup de place. 10 puissance log de I1 sur I0. Vous pouvez mettre les parenthèses ou pas, c'est pas grave. Du coup, du côté gauche, il ne se passe rien. Ça fait 10 puissance L1 sur 10. Mais de l'autre côté, 10 puissance log, ça s'en va. Et donc, il me reste I1 sur I0. Alors, je veux I1, donc il faut me débarrasser du I0. Donc, je vais multiplier par I0 ici et multiplier par I0 de l'autre côté. Et on arrive à I1 égale I0 fois 10 puissance L1 sur 10. Et voilà. Donc ça, il faut savoir le faire parce que soit on vous demandera le niveau sonore, soit on vous demandera l'intensité sonore. Donc il faut être capable de calculer l'un ou l'autre. Alors si on applique évidemment, donc là, on remplace I0 par 1 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. On remplace L1 par 65 décibels, puisque c'est ce que, il est là, c'est ce qu'on nous donnait évidemment pour L1. Et alors, quand on fait ça, on trouve une intensité sonore, donc on fait le calcul, hein, ça c'est pas trop compliqué. On arrive à I1 égale 3,2 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Alors attention, il ne faut pas se tromper sur l'unité, c'est une intensité sonore, donc c'est en watts par mètre carré. Et je garde deux chiffres significatifs parce que dans mon I0, j'en ai deux, 1,0, et dans mon 65 décibels, j'en ai deux aussi. Donc je ne peux pas en garder plus que 2. Donc ça nous fait 3,2 10 moins 6 watts par mètre carré. Donc attention aussi à ce que vous trouvez pour une intensité sonore. Il y a des limites à l'intensité sonore. Hein. Si vous arrivez à quelque chose qui est supérieur à 1, il faut se poser des questions. Donc, on a toujours des intensités sonores qui sont dans les 10-4, 10-5, 10-6, 10-8, des choses comme ça. Hein. Okay, donc là, on est plutôt pas mal. Alors, dernière question. Donc là, c'était une question pour manipuler un petit peu. On nous dit, la puissance de la source sonore constituée par la brosse à dents électrique et P égale, donc voilà la puissance sonore envoyée en gros, 4 10 puissance moins 7 watts, et elle reste la même quelle que soit la distance entre la source et le récepteur. Donc la puissance, elle ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est l'intensité sonore reçue. Plus on est loin, plus l'intensité sonore va être faible. Et ça vient du fait qu'on divise la puissance par la surface qui, elle, est proportionnelle à la distance au carré. D'accord? Puis c'est assez logique, hein, plus on est loin, plus le son va être atténué. Hein, c'est ce qu'on appelle l'atténuation géométrique. Alors, attention, on nous dit, pour la question suivante, le candidat est invité à prendre des initiatives. Alors, si vous avez ça, ça veut dire que ça va être une question à démarche. Et ça veut dire qu'il y a une stratégie et que ça ne se répond pas en 2 secondes. Donc, il faut y réfléchir et même si vous n'arrivez pas au bout, il faut mettre toutes les choses sur lesquelles vous avez pu réfléchir et ce que vous avez pu trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des points pour plein de parties dans la démarche et pas que pour ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout. Alors, la question, c'est quoi? Calculer la valeur de la distance. Donc là, on veut une distance. Donc, petit d. À laquelle une personne doit se placer par rapport à l'utilisateur de la brosse à dents électrique afin qu'elle ne soit pas incommodée par le bruit, ce qui correspond à une atténuation géométrique de 25 décibels. Donc là, on veut une distance. D'accord? Et on veut une atténuation géométrique de 25 dB par rapport à ce qu'on avait déjà. Et on avait 65 dB. D'accord? Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut? On veut une atténuation de 25 décibels. Donc, ça veut dire que le niveau sonore qu'on veut maintenant, je vais l'appeler L2, c'est L1 moins 25, parce qu'on veut une atténuation de 25 décibels. Je vous rappelle que l'atténuation, c'est le niveau sonore le plus grand moins le niveau sonore le plus petit.
Donc L1 moins L2, ça serait 25. Donc ça nous fait le niveau sonore qu'on veut, c'est L1 moins 25. Ce qui nous fait 65 moins 25, ce qui nous fait 40 décibels. Donc première chose qu'il fallait voir, c'était ça. Enfin, c'était une des choses à prendre en compte. Donc on veut un niveau sonore de 40 dB. Ensuite, on veut la distance D à laquelle on va avoir un niveau sonore de 40 dB. Alors, est-ce qu'on a un lien entre niveau sonore et distance? Alors, pas directement. Nous, on a un lien entre intensité et surface et un lien entre surface et distance. Donc, ça veut dire que la distance est liée à la surface. Si j'ai la surface, j'ai la distance. D'accord? Si j'ai la surface, comme j'ai la puissance, j'aurai l'intensité. OK? Et si j'ai l'intensité, j'aurai le niveau sonore. Donc là, il y a 3 échelles pour avoir la distance. D'accord? Donc nous, si on connaît la distance, on connaît la surface. Si on connaît la surface, on connaît l'intensité. Si on connaît l'intensité, on connaît le niveau sonore. Nous, c'est l'inverse qu'on a. On a le L. Donc si on a le L, on va pouvoir avoir le I. D'accord? Alors le I, vous avez démontré, donc je vais l'appeler I2, on a démontré la relation juste avant, hein. C'est I0 fois 10 puissance L. Donc là, L2 sur 10. Donc si j'ai le niveau sonore, donc c'est 40 décibels, hein. Là on a trouvé 40 décibels, on va pouvoir trouver l'intensité sonore qui correspond. Alors si vous faites l'application numérique de ça, pour pas, j'ai pas trop de place, donc puis là il y a rien de très difficile, on remplace et on trouve une intensité sonore qui vaut 1,010 puissance moins 8 watts par mètre carré. Alors on est content parce que c'est une intensité sonore moins grande que tout à l'heure. C'est normal, on a un niveau sonore de 40 dB au lieu de 65 dB. Bon, maintenant j'ai I2, donc j'ai l'intensité sonore. Qu'est-ce que je peux en déduire? D'après cette formule, on a I qui est relié à la puissance et à la surface. Et on connaît la puissance. La puissance, elle est donnée ici. Donc, je vais pouvoir, et I, je l'ai, je viens de le trouver. Donc, ça veut dire que si je manipule la formule, je peux trouver la surface. Alors, attention, cette formule, si je la manipule, je multiplie par S des deux côtés. C'est très moche, hein, encore une fois. Hop, ça s'en va. Et on arrive à P égale I fois S. D'accord? Alors, ce serait I2, et je vais l'appeler S2, hein, d'accord? Et donc, si je veux S2, je manipule. Il faut diviser par I2, ici, et je divise par I2 de l'autre côté. Donc, j'arrive à P sur I2. Et voilà. Et donc, ça, si j'applique, je peux trouver la surface. Alors, attention, on trouve la surface. Alors, on n'est pas obligé de faire des calculs intermédiaires, hein. Là, on peut les faire si on a du mal à trouver ce qu'on veut, mais S2 c'est P sur I2, donc là je peux très bien manipuler dans la correction, c'est comme ça, hein. Je peux faire tout en littéral pour trouver la distance. Mais bon, si on a un peu de mal, on peut faire des calculs intermédiaires, mais attention, dans les calculs intermédiaires, on va garder dans sa calculette, hein, tous les chiffres, parce que c'est à la fin qu'on arrondira à ce qu'on veut. Et donc là, si je fais le calcul, donc il faut faire le 4 10 puissance moins 7 watts, donc là, c'est la puissance, et on divise par l'intensité qu'on a trouvée. Et alors, si on fait ça, donc si on divise par 1 10 puissance moins 8, je remonte watts par mètre carré, on va trouver des watts sur des watts par mètre carré, ça nous fait des mètres carrés, et on trouve 40. Ça tombe juste. Donc 40 mètres carrés. D'accord? Bon, dernière étape, j'ai la surface. Donc maintenant, je vais pouvoir avoir la distance. Alors attention, je vais me mettre là. On a S2 qui serait égal à 4pi fois la distance que je vais appeler D2 au carré. Il me faut la distance D2. Alors on manipule. Déjà, on va se débarrasser du 4pi. Donc pour ça, il faut diviser par 4pi ici. On divise par 4pi de l'autre côté. Donc ça fait... Donc ça fait S2 sur 4pi égale D2 au carré. Bon. Ensuite, il faut se débarrasser du carré. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la racine carrée. Et pour passer à la racine carrée, qui est la fonction réciproque du carré, je fais racine carrée des deux côtés. Racine carrée de D2 au carré, ça me fait D2. Et de l'autre côté, ça va me faire racine carrée de S2 sur 4pi. Alors, si j'applique
voilà, si j'applique numériquement, bah, ça me fait racine de 40 mètres carrés divisé par 4pi. Donc, si vous faites ça, hop, je le fais en même temps, vous trouvez 1,784, etc. Alors, évidemment, on est en mètres. Et alors ici, on va garder combien de chiffres significatifs? Bah, c'est quoi les données qu'on avait au départ? On avait le 65 dB, le 25 décibels, donc pour avoir l'atténuation, donc 2 chiffres à chaque fois. On a la puissance, ici, 4,0, 10-7 watts. Donc on a 2 chiffres à chaque fois. Donc du coup, on va garder 2 chiffres. Comme c'est 1,78 mètres, on arrondit à 1,8 mètres. Et voilà. Et donc, pour répondre à la question, la distance à laquelle on va devoir se placer par rapport à la brosse à dents pour ne pas être incommodé par le bruit, bah, ce sera 1,8 mètres. Ce qui est quand même assez élevé quand même. Hein. Voilà. Donc on essaye de conclure évidemment sur la question, puisqu'on doit avoir compris quelle était la question en lisant votre réponse. Donc là, il y avait 3 étapes. Hein. Trouver le niveau sonore, ensuite, 4 étapes, trouver l'intensité sonore correspondante, ensuite trouver la surface et trouver la distance par rapport à ce qu'on vous donnait. Voilà, voilà. Donc par contre, attention, pas mal de manipulations de formules et donc pas mal d'endroits où ça peut, et ce serait dommage, vous coûter cher de ne pas avoir pu manipuler ces petites formules-là. Donc dans la correction écrite, j'ai manipulé le calcul littéral jusqu'à la fin, pour avoir directement la distance, mais on peut le faire comme je viens de le faire là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul littéral, vous pouvez le faire par étapes, mais en n'arrondissant qu'à la fin, c'est-à-dire en gardant les valeurs dans votre calculatrice pour à la fin faire le calcul et arrondir seulement avec le bon nombre de chiffres significatifs à la fin. Voilà pour ce premier exercice. Alors, correction du deuxième exercice, tu te prépares pour le Vendée Globe. Alors, ici, c'est une histoire de voile, donc par rapport à des voiliers. Donc, les voiles étaient faits avec de nouveaux matériaux pour concevoir les fils. Et donc, les fils sont plus ou moins serrés, donc tissés de façon plus ou moins serrée. Cet exercice est consacré à l'exploitation du phénomène d'interférence. Donc là, on sait qu'on va avoir un exercice sur les interférences. Donc, on essaye de se remettre en tête ce qui concerne les interférences et on ne mélange pas tout. Donc, on va étudier une voile réalisée avec des fils de carbone, plus ou moins tissés fins, quoi. Le tissage est représenté dans le document 1, donc on va aller regarder, et il est caractérisé par 2 paramètres principaux, le diamètre des fils, donc ça on reste cohérent avec ce qu'on voit d'habitude, hein, petit a pour le diamètre des fils, et l'espacement entre les fils, qui est noté petit b. Donc ça, on va le voir dans le document après, mais on a 2 fils, et le b c'est l'espacement entre les 2 fils, d'accord? Et on considère que il y a le même espacement entre les vides et entre les fils. Alors, le document, il est là. Voilà. Et donc, on a bien le tissage et entre 2 fils, on a petit b. Et entre deux trous, c'est pareil, on a petit b. D'accord? Donc, attention aux données numériques. La taille d'un fil, 10 micromètres. L'espacement entre les fils B, on ne nous le donne pas. Donc, sûrement qu'on va avoir à le déterminer. Et l'espacement B, pour une voile dépend, on va voir de quoi, et ça peut être compris entre 12 et 25 micromètres. Donc ça vous donne une idée de la distance petit b en gros. Si on ne trouve pas quelque chose compris entre 12 et 25 micromètres, bon, c'est qu'il y a un problème. Si on trouve des millimètres, des centimètres, il y a un souci, évidemment. Hein. Donc ça vous donne déjà une idée un petit peu de l'ordre de grandeur de ce qu'il va falloir trouver. Alors, on nous dit qu'on peut on peut observer à la loupe les différents fils, mais ça ne permet pas de mesurer l'espacement B, d'accord? Donc c'est ça qu'il va falloir trouver. Et que donc du coup, pour pouvoir trouver l'espacement B, on va utiliser une autre méthode, les interférences, à l'aide d'un laser. Le principe, c'est celui qu'on connaît évidemment. On met la voile, donc une partie de la voile devant le laser. On a à une certaine distance D un écran et sur l'écran, on obtient ce qu'on appelle une figure d'interférence.
D'accord? Donc ça, normalement, ça vous rappelle des choses. Donc voilà le montage. Alors la distance petit d est donnée, donc attention, petit d égale 0,60 mètres. C'est pas petit d, c'est grand d, hein, pardon. Alors attention, puisque ça c'était le contexte. Et ensuite, il y a deux parties dans l'exercice. Donc normalement, il faut bien sûr lire l'exercice en entier. On a une première partie qui est l'étude des Fand-Young. Donc ça, c'est l'étude, l'expérience théorique qu'on a fait, qu'on fait tout le temps. Et ensuite, donc j'y vais exprès. Donc ça, c'est l'expérience des Fand-Young. Et ensuite, retour sur la voile. Donc après, on va faire une analogie avec ce qu'on a vu avec les Fand-Young, avec la voile du bateau. Alors, on commence par l'étude des Fand-Young. Alors, on nous dit, on s'appuie sur le cas le plus simple, c'est-à-dire le cas de deux fentes, donc deux Fand-Young. Le montage de l'expérience, c'est le même que celui qu'on a là, sauf que là, on va mettre deux fentes et on va mettre un écran. Et vous savez à quoi ressemble normalement la figure d'interférence dans ce cas-là. La seule différence, donc, c'est qu'on remplace la voile par deux fentes. On nous dit que B, ce sera la distance entre les deux fentes. Donc, si F1, c'est la fente 1, F2, la fente 2, c'est la distance F1, F2. On nous dit d'aller voir le document 3. Donc, on va aller voir le document 3. Le phénomène d'interférence est directement lié à la différence de marche ou différence de chemin optique qu'on appelle delta entre les rayons issus de F1 et de F2 lorsqu'ils se rencontrent en un point M de l'écran. Alors, si on regarde le document 3, voilà, tac, tac, tac. Alors, on a les deux fentes, donc F1, F2, et hop, les ondes, donc les ondes lumineuses ici, arrivent du laser, passent par les deux fentes. Donc il y a une onde lumineuse qui passe par F1 qui arrive au point M, une onde lumineuse qui arrive en partant de F2 au point M. Ces deux ondes vont donc pouvoir interférer au point M quand elles se rencontrent. Il y a une différence de marche. La différence de marche, je le rappelle, mais ce n'était pas ici, c'est la différence entre le chemin parcouru par les deux ondes. Donc ici, hop, la distance D1, la distance D2, la petite différence ici de distance parcourue, c'est la différence de chemin optique ou différence de marche. S'il n'y a pas de différence de marche, ça on l'avait vu, si delta égale 0, on est sur l'écran à ce niveau-là. D'accord ? Et on voit qu'on a vu que s'il n'y avait pas de différence de marche, si delta était égal à 0, on avait affaire à un certain type d'interférence. On va y revenir. Alors, dans une situation d'interférence, on nous rappelle qu'on distingue deux cas extrêmes, les interférences constructives et les interférences destructives. Alors là, ça doit vous rappeler quelque chose. Ici, il y a deux ondes qui vont interférer au point M. Si au point M, les ondes arrivent en phase, alors on aura affaire à des interférences constructives. Et donc, pour la lumière, on verra une frange brillante. Si par contre, au point M, les ondes arrivent en opposition de phase, on aura affaire à des interférences destructives et là, on aura des franges sombres. Une frange sombre. Donc là, on aura une frange brillante si on a des interférences constructives et une frange sombre. Donc attention au vocabulaire, frange sombre, frange brillante, interférence au pluriel, on ne parle pas d'une interférence mais de deux, d'interférence au pluriel, et surtout il faut deux ondes qui interfèrent, ou plusieurs, mais au moins deux. Alors on nous demande à la question 1, indiquer en justifiant la nature des interférences, et il précise constructive ou destructive, au point A et B repérés sur la figure du document 3. Donc le document 3 c'est toujours celui-là, la figure du document 3 elle est là, le point A, le point B. Le point A il est là, il est à ce niveau-là, et le point B à ce niveau-là. On voit qu'au point A, on a une frange brillante, il y a de la lumière, alors qu'au point B, on a une frange sombre. Donc au point A, on a affaire à une frange brillante, donc on est dans le cas d'interférence constructive, alors qu'au point B, on a une frange sombre, donc on est dans le cas d'interférence destructive. Voilà juste ce qu'il fallait dire à ce niveau-là. D'accord ? Alors, on continue. Pour exploiter la figure d'interférence, il faut la caractériser en utilisant le concept d'interfrange. Donc là, quand vous lisez ça, hop, ça doit revenir dans votre tête. C'est quoi l'interfrange? Alors l'interfrange, il est noté I
il vous le redonne, et sa valeur est liée à l'espacement petit b. Donc, l'interfrange est relié à B par une relation, et donc on peut trouver B si on connaît I. D'accord? Donc, c'est texto ce qui est écrit. Ainsi, on peut déduire une mesure de B à partir de la mesure de l'interfrange. Alors, pour mener à bien cette démarche, il est nécessaire de connaître l'expression de la différence de chemin optique, donc delta. Dans la situation de l'expérience décrite, on peut montrer que la différence de chemin optique, donc ça, c'est pas une formule à connaître par cœur, hein, là on vous la donne, on l'avait vu en cours, mais justement pas à connaître par cœur. Delta égale B sur grand D fois X. Alors X, c'est la distance sur l'écran. B, c'est B, hein, c'est l'espacement entre deux fils ou deux fentes, et grand D, c'est la distance entre les fentes ou les fils et l'écran. D'accord? Et delta, c'est la différence de marche. Alors, X donc est l'abscisse du point M sur l'écran. Alors, je vais juste revenir pour que vous compreniez bien le X. Le X, là, on a un axe, donc c'est sur l'écran, on est sur l'écran. Le point O ici, ce serait l'origine de l'axe OX et on se dirige comme ça. Et donc, par exemple, le point M a une abscisse que j'appelle X du point M. Le point A, au niveau du point A, on est à l'abscisse XA. Au niveau du point B, on est à l'abscisse XB. D'accord? Et donc, la différence de marche, c'est B fois X sur D. Donc, par exemple, la différence de marche pour les deux ondes qui arrivent au point A, ce serait delta A égale B, donc qui est la distance entre les deux fentes, fois X du point A sur grand D. Voilà. Bon, pour B, ce serait exactement la même chose. Alors, question 2. Rappelez la définition de l'interfrange I et l'illustrer par un schéma. Alors, l'interfrange I, c'est la distance entre deux franges brillantes ou entre deux franges sombres consécutives. Il fallait le mot consécutive. Donc, c'est vraiment la distance entre, alors on peut dire le milieu de deux franges brillantes consécutives ou le milieu de deux franges sombres consécutives. Et alors, par exemple, ici, on a une frange brillante, une frange brillante, une frange brillante, une frange brillante, etc. Et donc, l'interfrange, il serait entre le milieu de deux franges brillantes. Mais on peut dire aussi qu'on a ici deux franges sombres, milieu des deux franges sombres, et on a l'interfrange I entre les deux. Donc, c'est une distance. Okay? Et donc, le schéma qu'on pouvait attendre, hein, c'est frange brillante, frange brillante, frange brillante, frange brillante, frange brillante, par exemple. Hein, d'accord? Et là, ici, on a une frange sombre, une frange sombre, une frange sombre. Et donc, la distance entre le milieu de deux franges brillantes, c'est l'interfrange I. On dit d'ailleurs un interfrange. Et la distance entre le milieu de deux franges sombres, I, c'est l'interfrange aussi. Bon, évidemment, tout à la règle. Hein. Moi, là, je le fais vite fait. Hein. Vous faites bien attention à ce que vous faites. Ensuite, rappelez la condition sur la différence de chemin optique ou différence de marche pour observer des interférences constructives. Rappelez, il n'y a rien à démontrer, c'est du cours. Donc, il faut dire ce qui se passe pour la différence de marche pour des interférences constructives. On a vu que pour des interférences constructives, delta était égal à K fois lambda, avec K une constante, c'est une constante, mais qui est un entier relatif, donc qui appartient à Z. Je rappelle que entier relatif, ça veut dire 0, 1, 2, 3, etc. Donc des entiers positifs, mais c'est aussi, donc c'est relatif, donc c'est moins 1, moins 2, etc., etc. Ensuite, question 4, montrer que la relation liant l'interfrange I et l'espacement B est I égale D fois lambda sur B ou D sur B fois lambda. Alors ça, c'est une démonstration du cours qu'on a vu. Alors, tout vient de la définition de l'interfrange. On a dit que c'était la distance entre le milieu de deux franges brillantes ou le milieu de deux franges sombres. Nous, ici, on nous a demandé le delta pour des interférences constructives, donc on va se baser sur les franges brillantes. Et donc, pour des franges brillantes, si on est au niveau de franges brillantes, on aura cette relation qui sera respectée. Et donc, c'est quoi le I par définition? C'est la distance entre deux franges brillantes. On aurait, donc par exemple ici,
une frange brillante au niveau de cette abscisse-là, donc ce XA-là, et on aurait une frange brillante ici, par exemple, au niveau du point O, on aurait une frange brillante. Et donc, ce serait quoi l'interfrange? Ce serait X pour le point A, moins X pour le point O. D'accord? Alors, ça marcherait, ça donnerait un interfrange. De manière plus générale, l'interfrange, c'est X pour un K, par exemple, égal à 1, moins X pour un K égal à 0. Alors, le K, c'est quoi? C'est delta égale K fois lambda pour les franges brillantes. K peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et l'interfrange, c'est la distance entre deux franges brillantes consécutives. Donc, 2 K consécutives. Donc, ça peut être X pour K égale 1 moins X pour K égale 0. Ça peut aussi être X pour K égale 2 moins X pour K égale 1. Ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut avec 2 K consécutifs. On pourrait aussi dire que c'est X de K plus 1, par exemple, moins XK, si on veut le faire de manière très générale. Là, pour être plus simple et pour le faire très rapidement, on peut dire que c'est X pour K égale 1, moins X pour K égale 0. Alors du coup, comment on trouve le X? Alors, on se remet là. On nous donne une relation entre delta et X, faisant intervenir B et D. Ce qu'on veut démontrer, qui est la relation que vous connaissez, c'est que l'interfrange dépend de D, B et lambda. D'accord? Alors, le X, on va le déterminer à partir de ça. On a delta égale B sur grand D fois X, donc ça veut dire que X égale quoi? De manière générale. On fait passer le D, on multiplie par grand D des deux côtés, donc ça va nous faire delta fois grand D égale B fois X, donc si je le fais de ce côté-là. Voilà, donc c'est la première manipulation. Ensuite, moi, je veux X, donc il faut que je me débarrasse du B. Donc, je divise par B des deux côtés. Donc, on arrive à X égale delta fois grand D sur B. D'accord? Donc, ça, c'est X en fonction de delta. Pour des interférences constructives, on sait que delta égale K fois lambda. Donc, ça veut dire que pour des interférences constructives, on aura XK qui sera égal à delta, donc K fois lambda. Donc, ça, c'est delta, fois grand D, divisé par B. Et voilà. Donc là, on a l'expression de X. OK? Ensuite, nous, on veut l'interfrange. On a dit que l'interfrange, c'était par exemple X pour K égale 1. Moins X pour K égale 0. Donc, on remplace quand K égale 1. Ça fait K égale 1 fois lambda fois grand D sur B. Donc, ça nous fait lambda fois grand D sur B. Moins X pour K égale 0. Je remplace K par 0. 0 fois tout le reste, ça fait 0. Donc, on arrive à 0. Et donc, notre interfrange est bien égale à lambda fois grand D sur B, qui peut s'écrire, ce qu'on nous demande, grand D sur B fois lambda. C'est exactement la même chose écrite différemment. Voilà. Donc, je vous renvoie à la démonstration, la correction évidemment bien rédigée, mais on l'a vu aussi dans le cours. Donc, vous pouvez faire ça de différentes manières. Le plus simple étant de prendre K égale 1 et K égale 0, puisque K égale 0, ça donne 0 pour X, donc c'est assez simple de faire comme ça. Alors, ça c'était la première partie avec deux fentes. On retourne sur la voile maintenant. Alors, une voile, c'est pas deux fentes, mais c'est des fils qui sont tissés plus ou moins serrés, mais ça va revenir exactement au même. Donc, on nous dit, le document 4 reproduit à taille réelle la figure d'interférence obtenue avec une portion de voile. Cette figure n'est plus constituée de franges, mais de points régulièrement espacés suivant deux directions principales. Alors, là, voilà la figure d'interférence. Alors, évidemment, maintenant, on a des points, on n'a plus des fentes, et on voit qu'on a ce qu'on pourrait appeler des franges brillantes, d'accord, et des franges sombres, ici. Ça ressemble un petit peu à l'exercice du DS numéro 1, et on en a sur la verticale et sur l'horizontale, puisqu'on a un quadrillage, en fait, avec le tissage de la voile.
C'est à taille réelle. Alors, à taille réelle parce que, a priori, hein, là, on a une échelle et ça fait 1 centimètre sur le dessin et en vrai. Alors, sur votre feuille, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, là, je vais le faire en utilisant cette règle-là et pas ma règle pour mesurer. Alors, on nous dit que la source de lumière a une longueur d'onde de lambda égale 650 nanomètres. On en aura peut-être besoin après. Alors, dans le cas d'un tissage régulier comme celui de la voile, on peut montrer que la relation entre I et B conserve la même expression, l'interfrange étant désormais définie comme l'intervalle entre les centres de 2 points voisins. Donc là, ils vous disent tout. Ils vous disent que l'interfrange, en fait, c'est la distance entre 2 points voisins. D'accord? Donc ça, c'est I. C'est ça qu'ils vous disent. D'accord? Et ils nous disent aussi que la relation qu'on a trouvée, elle est toujours valable. Donc I égale lambda D sur B. On a le droit de l'utiliser. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors au niveau des données, pas mal de données numériques. Donc d'abord la distance grand D, 0,60 mètres, ainsi que son incertitude. Donc 0,01 mètre. Là, on est dans la même unité, donc pas de problème. La longueur d'onde, donc 650 nanomètres, ainsi que son incertitude en nanomètres aussi. Donc là, pas de problème, 1 10 puissance 1. Et on nous donne la relation entre les incertitudes type, mais parce qu'attention, j'ai vu des bêtises, pour UB et B. Donc ça, c'est la formule uniquement pour trouver U sur B, pas UI ou autre chose. D'accord ? Alors, question 5. Déterminer la valeur de l'interfrange I grâce au document 4, d'accord, avec le plus de précision possible. Expliquer la méthode employée. Il est possible d'utiliser la règle graduée personnelle ou la règle insérée dans la figure. Moi, je vais prendre la règle insérée dans la figure. Alors, ce qu'il faut dire évidemment, c'est qu'il faut prendre le plus d'interfranges possible pour être le plus précis possible. On nous a dit que c'était l'interfrange, la distance entre 2 points consécutifs, hein, d'accord? Donc ici, attention, je ne peux mesurer que 4 interfranges maximum. 1, 2, 3 et 4. Pas plus, j'ai rien après, d'accord? Et là, il faut prendre les points brillants. On ne peut pas prendre les points sombres. Pourquoi? Parce que là, on n'a rien. Et là-bas non plus. Donc, on ne sait pas où est le milieu, le centre. Donc, du coup, là, on a 4 I. Alors, on ne s'amuse pas à mesurer chaque I séparément, évidemment. On va mesurer la distance qui correspond très précisément à 4 I. Alors, pour ça, vous pouvez soit mesurer, mais alors précisément entre ce trait-là et ce trait-là exactement avec votre règle, ou utiliser, je vais essayer de le faire, tac, la règle, ouais, alors il va peut-être pas vouloir, c'est toujours le même problème. Voilà, je vais, voilà, là, c'est toujours la même chose. Toc. Donc je vais essayer, voilà, hop, donc, voilà, non, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Voilà. Et de l'autre côté, je vais peut-être bien droit. Voilà. Alors, je les décale pour que ce soit bien au bon endroit. Voilà. Non. Toc. Alors, par contre, celui-là, il n'est pas tout à fait droit, hein. Là, ça m'a l'air un petit peu mieux. Voilà. Donc là, ça a l'air à peu près droit. Je vais décaler un peu parce que je trouve que c'est pas très droit. Ouais, là c'est mieux. Oh. Ah, vous pouvez passer, hein, parce que le temps que j'y arrive. Hop. Voilà, oui, super.
Voilà, on y est. Voilà. Alors, si on regarde combien ça fait, bah déjà, si je me place ici jusque-là, bah j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Ensuite, je rajoute bah, 3 petits millimètres, donc ça fait 6,3. Et ici, hop, à peu près, je rajoute encore 0,3, donc 3 mm. Donc ça veut dire que mes 4 i, avec leurs règles, ça fait 6,6 cm. Donc ça veut dire que le i, alors le i, bah, vous faites 6,6 cm divisé par 4 et on trouve, donc 6,6 divisé par 4, ça fait 1,65 cm. D'accord? Donc c'est 6,6 divisé par 4. Alors, je vais garder, pour l'instant, je ne m'intéresse pas aux chiffres significatifs parce que il faut voir après avec si on a une incertitude, si on va arrondir ça à 1,7 ou si on va garder le 1,65. Alors, question d'après. Estimer l'incertitude type sur cette mesure de l'interfrange. Donc ça, c'est sur I, interfrange. Donc on veut U de I. C'est ça la question. Détailler le raisonnement. Alors, cette interfrange, vous l'avez mesurée avec une règle, que ce soit cette règle-là ou votre règle personnelle. Donc, c'est une incertitude liée à une mesure à la règle et il y a une double lecture, puisqu'on lit ici et là. Là, ça se voit bien. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi l'incertitude? Et attention, c'est l'incertitude sur la mesure de 4i et pas de i tout court. D'accord? Donc, la mesure sur 4i, ce serait la plus petite graduation divisée par 2, mais il y a une double lecture, donc c'est fois 2. Donc, c'est la plus petite graduation. Et c'est quoi la plus petite graduation ici, ou sur votre règle? C'est 1 mm. Donc, ça veut dire que l'incertitude sur 4i, c'est 1 mm. Et pourquoi c'est intéressant de mesurer 4i et pas 1i? C'est parce que du coup, l'incertitude sur i, bah, elle est moins grande, parce que c'est 1 mm, mais divisé par 4, parce que vous avez mesuré 4 interfranges. Et ça nous fait du 0,25, mais on doit garder un seul chiffre significatif arrondi à l'excès, donc on est à 0,3 mm. Donc, le fait de mesurer plusieurs interfranges permet de réduire l'incertitude et donc d'être plus précis. C'est ça l'intérêt. Si vous aviez mesuré un seul interfrange, donc UI, déjà c'est plus petit à mesurer, donc moins précis, et en plus, votre incertitude aurait été de 1 mm. Donc du coup, une incertitude beaucoup plus grande. Ok? Donc du coup, UI, c'est 0,3 mm. Donc du coup, ça voudrait dire, même si là c'était pas demandé, que I est égal, alors moi j'ai trouvé un I, hop, je reviens, de 1,65 cm, ce qui ferait en millimètres 16,5 mm. Et donc, ça me ferait quoi pour I? Ça ferait 16,5 plus ou moins l'incertitude qui vaut 0,3 mm. Et donc là, c'est comme ça que je peux l'écrire, parce qu'on a bien le 3 là, de l'incertitude, qui joue sur le 5, dernier chiffre écrit. Donc là, il faut bien que je garde 3 chiffres significatifs pour le I. Ça fait 16,5 plus ou moins 0,3 mm pour l'interfrange. Alors, on nous demande à la question 7 de trouver B avec son incertitude. Donc, on veut également UB. Alors, là, tout de suite, un UB, on a une formule qui va se retrouver ici. Donc, pour UB, on pourra utiliser ça. Surtout qu'on connaît UD, d'accord? On connaît D, on connaît U lambda. Ici, on connaît lambda, donc pas de problème. Et UI, on l'a déterminé plus haut, et I aussi. Donc, du coup, on a tout ce qu'il faut. Alors, pour B, comment on trouve B? On a une relation qu'on a trouvée plus haut qui est I égale lambda fois D sur B. Donc du coup, on connaît lambda, on connaît D, on a trouvé I juste avant. Donc du coup, il faut manipuler la formule pour obtenir le B. Alors, pour manipuler cette formule, attention, il ne faut pas se tromper. Déjà, la première chose qu'on peut faire pour sortir le B, c'est de multiplier par B des deux côtés, parce que le B est au dénominateur. On va le faire passer entre guillemets au numérateur. On multiplie par B des deux côtés, du coup B s'en va ici. Donc ça, on fait ça sur son brouillon.
et on écrit ce qui nous reste, c'est-à-dire B fois I égale lambda fois D. Voilà ce qu'on peut écrire sur son brouillon sur sa copie, à partir de la première formule. La manipulation en elle-même, c'est-à-dire le fois B, on barre et tout ça, c'est sur son brouillon. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je rechange de couleur, c'est pas très, là, c'est vraiment brouillon, hein. On veut B, donc du coup, il faut se débarrasser du I. Pour se débarrasser du I, on divise par I ici, du coup, on divise par I de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on écrit sur sa copie? Voilà, ça c'est sur son petit brouillon. On arrive à B égale lambda fois D sur I. Donc vous pouvez évidemment, il faut noter les étapes sur votre devoir, mais pas les manipulations avec je barre, etc. D'accord? Donc en gros, si je le réécris correctement, normalement sur votre copie, vous avez lambda D sur B pour I. Ensuite, ça vous donne B fois I égale lambda fois D. Voilà. Et la dernière étape, B égale lambda fois D sur I. Voilà ce qu'on écrit. Et on peut faire les manipulations sur son brouillon, évidemment. Donc voilà pour B, le calcul littéral. Maintenant, évidemment, on applique numériquement. Alors, si j'applique numériquement, attention aux unités. Alors, lambda et D, on les a plus haut, mais attention, ils ne sont pas tous les deux en mètres. Donc, D, c'est en mètres, pas de problème. Par contre, lambda, c'est 650 nanomètres. Donc, attention, on ne se trompe pas, ça fait 650 10-9 mètres. D'accord? Ensuite, le I, le I, on l'a là, il est en millimètres. Donc, attention, le I en mètres, ce serait 16,5 millimètres, ce qui fait 16,5 10 puissance moins 3 mètres. Donc, pour le B, ça nous fait 650 10-9 en mètres. D, 0,60 en mètres. Et on divise par notre I en mètres, qui vaut 16,5 10-3. Donc là, on va trouver évidemment le B en mètres. Et on trouve un B qui vaut 2,36 10-5 mètres. Alors qui, si je garde deux chiffres significatifs comme dans 0,60, serait égal à 2,4 10-5 mètres. Alors pour faire les calculs, je vais garder les calculs de l'incertitude, je vais garder ce nombre de chiffres-là parce que on ne sait pas trop la valeur de l'incertitude qu'on va trouver. Donc je vais garder cette valeur-là. Donc voilà pour B. Alors si on le met en micromètres, 2,36 10-5, c'est la même chose que 23,6 10-6 mètres. J'espère que vous êtes d'accord. Donc, je passe de 2,36 10-5 à 23,6 10-6. Du coup, pour avoir le même nombre, en mettant 10-6, je dois me décaler d'un rang de plus. Donc, du coup, je suis passée de 2,36 à 23,6. Ce qui veut dire que notre B vaut en fait 23,6 micromètres. D'accord? Avec là 3 chiffres. Alors après, on nous demande son incertitude. Alors l'incertitude, vous avez la formule qui est UB sur B qui donne tout ça. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? On veut UB, il faut manipuler la formule. Comment on fait pour avoir UB? Il faut multiplier par B des deux côtés. Et donc ça vous fait que UB égale B fois tout ce que vous avez dans la racine carrée. D'accord? Donc, il faut évidemment poser ce calcul sans se tromper. Donc, ici, ça vous ferait UB. Alors, je vais me mettre en micromètres parce que c'est plus simple. Ça fait 23,6 micromètres. Donc, j'aurai UB en micromètres, du coup, puisque ça, je vais le mettre en micromètres. Et je multiplie. Alors là, par contre, dans la racine, il faut faire attention à ce que en haut et en bas, ce soit la même unité. On s'en fiche de laquelle, mais par contre, la même unité ici et là, la même unité ici et là, la même unité ici et là. Donc, UD, si on reprend, c'est 0,01 mètres et D, c'est 0,60. Donc, pas de problème au niveau de D. UD, alors par contre, il y en a qui se sont trompés entre UD et D, il faut faire attention. L'incertitude est en haut et la valeur en bas. Donc, voilà pour UD sur D. Ensuite, on a UI sur I. Alors, UI, c'était 0,3 mm, on est là, et I, 7,5 mm, donc je peux mettre les deux en millimètres,
0,3 sur 16,5, le tout au carré, plus, parce qu'il a mon truc, hop. Et il nous reste U lambda sur lambda. Alors, U lambda, c'est 1 10 puissance 1 nanomètre. Et lambda, 650 nanomètres. Je suis bien en nanomètres pour les deux, donc je peux garder ces valeurs-là. Donc, 1 10 puissance 1 sur 650. On n'oublie pas le carré et on met la racine sur tout ça. Alors, le résultat va donc être en micromètres. On doit garder un seul chiffre significatif arrondi à l'excès. On trouve 0,7 micromètres, si on fait ce calcul-là. D'accord? Alors, on accepte évidemment, hein, si vous aviez mis 24 micromètres ou si vous l'aviez mis en mètres avec deux chiffres significatifs, il suffit d'arrondir à l'excès avec un seul chiffre significatif. Hein. Okay? Et donc, ça nous fait que B, finalement, c'est quoi? Bah, c'est 23,6 plus ou moins 0,7 micromètres. Et là, on est content parce que le 7 joue sur le dernier chiffre écrit ici. Donc, du coup, c'est très cohérent. Alors, au niveau de la suite, donc les deux dernières questions, c'était discuté par rapport à la voile. Donc, on nous dit, pour la voile étudiée, l'espacement B varie d'une zone à l'autre de la voile en fonction des contraintes qui s'exercent sur la zone. Donc, s'il y a beaucoup de contraintes ou pas. S'il y a de faibles contraintes, donc en gros, s'il y a, j'imagine, hein, peu de vent, d'accord, qui tire sur la voile, on doit avoir un espacement entre les fils du tissage de 25 micromètres environ. Par contre, donc ça c'est pour faibles, contraintes faibles. Pour des contraintes fortes, hop, donc quand les contraintes sont importantes, le tissage est plus serré. Donc ça veut dire que B est plus petit. On a une limite de 12 micromètres. Donc, ce n'est pas forcément 12 micromètres, mais ça baisse la valeur de B jusqu'à une valeur limite de 12 micromètres pour des contraintes les plus fortes. Alors, question 8. Discuter la compatibilité de la mesure obtenue à la question 7, donc ce qu'on vient d'obtenir pour B, avec le tissage d'une zone à faible contrainte. Donc, si on a une faible contrainte, on doit avoir B qui vaut 25 micromètres. D'accord? Nous, on a trouvé quoi? On a trouvé 23,6 plus ou moins 0,7 micromètres. Alors, on est content là parce qu'on est du même ordre de grandeur, évidemment. 23,6 micromètres, 25 micromètres, on est OK. Donc là, on pourrait dire on est très proche, évidemment, donc c'est bon. Bon, il faut aller peut-être un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous calculez un écart relatif, soit vous regardez si 25 micromètres est compris dans l'intervalle que vous avez trouvé, soit vous calculez un Z-score. D'accord? Il y a les trois possibilités. Alors, si je vais mettre, où je vais mettre, parce que j'ai pas beaucoup de place évidemment. Alors, si je calcule un écart, je vais me mettre plus bas. Si je calcule un écart relatif, donc l'écart relatif, c'est la valeur théorique, donc ça serait B théorique, moins B expérimental, le tout divisé par B théorique, je mets des valeurs absolues, et le tout fois 100. Si vous faites ça, le B théorique, il vaut 25 micromètres, le B expérimental, 23,6, on divise par 25, on multiplie par 100. Si vous faites ça, vous trouvez une valeur de 5,6%. Donc, si vous avez calculé l'écart relatif, bah, il faut bien conclure, hein, on trouve un pourcentage un écart qui est inférieur à 10%, donc c'est cohérent. Okay. Alors là, moi, j'avais gardé 3 chiffres. Si vous aviez mis 24 micromètres, c'est encore mieux, hein, évidemment. Enfin, voilà. Donc, tout dépend de ce que vous avez fait. Tant que c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Deuxième possibilité, le Z-score. Alors, le Z-score, c'est B, dans l'ordre qu'on veut, théorique, moins B expérimental en valeur absolue, divisé par l'incertitude sur la valeur de B. Alors ici, B théorique, c'est 25 micromètres, le B expérimental, 23,6 en valeur absolue, et je divise par, je suis en micromètres, hein, l'incertitude sur B, je vous remontre ici, l'incertitude sur B, c'était 0,7 micromètres. Et donc, si on calcule le Z-score, on trouve 2. Alors, c'est là où il faut bien conclure. C'est-à-dire qu'on trouve 2. Donc là, on est limite. Hein. On est très limite sur le Z-score parce que le Z-score doit être inférieur à 2
pour que les valeurs soient cohérentes. Là, on est juste à 2. Donc, on peut dire, c'est juste cohérent. D'accord? Les résultats sont juste cohérents. Le tout est de bien conclure par rapport à ce qu'on trouve. Et alors, la dernière technique, la première, c'est de regarder si on est dans l'intervalle. Donc, est-ce que 25 micromètres appartient à l'intervalle qu'on a trouvé? Alors, nous, on a trouvé que B était égal à 23,6 plus ou moins 0,7 micromètres. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, peut-être que vous, c'était 24, d'accord, plus ou moins 1 micromètre, parce que tout dépend du nombre de chiffres que vous avez gardé. Okay, mais moi, je vais le faire avec ça. Donc, ça veut dire que B est compris entre 23,6 moins 0,7. On arrive à 22,9 micromètres. Et c'est compris entre 22,9 et 23,6 plus 0,7. On arrive à 24,3 micromètres. Donc, c'est ça mon intervalle. Et alors, le problème, c'est que 25 micromètres n'appartient pas à l'intervalle 22,9, 24,3. D'accord? Donc là, on est limite, on n'est pas loin, évidemment, mais on est limite. Donc, si vous avez utilisé ça, vous pouvez dire qu'on est, on est un peu au-dessus de l'intervalle qu'on a trouvé. Mais en fonction de ce que vous avez choisi dans vos calculs précédents, peut-être que ça rentre. Donc, tout dépend de ce que vous aviez et il faut conclure correctement. Donc là, si j'avais ça, moi, je pourrais dire qu'on est un peu limite, d'accord? Qu'on n'est pas dans l'intervalle. Avec le Z-score, ça passe tout juste. Avec les cas relatifs, ça passe. Parce que ces différentes façons de faire ne sont pas tout à fait identiques au niveau des calculs et de ce qu'on accepte ou non comme qualité de la mesure. Donc, tout dépend de ce que vous avez fait. Tout aurait pu être correct en fonction de votre conclusion, de vos calculs. Donc, il faut juste être cohérent avec ce qu'on fait. Voilà. Ensuite, dernière question. On nous dit, alors, hop, justifier que cette portion, alors pardon, on réalise une seconde figure d'interférence avec une autre portion de voile, donc c'est un autre bout. La figure obtenue est présentée dans le document 5. Alors, il faut bien aller regarder ce qu'on a. Il est là, document 5. Alors, on voit tout de suite par rapport à tout à l'heure que si je remontre la figure qu'on avait tout à l'heure pour une portion de voile, avec la même échelle évidemment, on avait 4 interfranges visibles, alors que là, on n'en a plus que 2 interfranges. Donc si je les note, on a un interfrange là, un interfrange là. Donc on ne peut mesurer que 2 interfranges, avec la même échelle évidemment. D'accord? Donc tout à l'heure, on pouvait en mesurer 4, là on peut en mesurer que 2. Alors on nous demande, justifier que cette portion de voile est prévue pour supporter des contraintes plus fortes que celles étudiées précédemment. Alors il y en a parmi vous qui ont fait exactement la même démarche en calculant, en mesurant 2i, du coup en calculant le i, en calculant le b, d'accord, et en regardant que le b, qu'est-ce qui se passait pour le B. Donc ça, c'était très bien, mais ça demandait un petit peu de temps. Là, on n'exigeait pas forcément de vous de faire tous ces calculs-là, même si c'était très bien. Si vous aviez le temps de les faire, c'est encore mieux. Mais là, on pouvait aller un petit peu plus vite, puisque, donc si on analyse correctement ce qu'on nous dit pour les contraintes plus fortes, il faut que B diminue, d'accord? Donc, on aura des contraintes plus fortes si B diminue par rapport à ce qu'on avait précédemment. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a seulement 2 interfranges avec la même échelle. Donc, ça veut dire que I, par rapport à tout à l'heure, a augmenté. D'accord? Donc, on a I qui est plus grand. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que I égale lambda D sur B. Okay? Donc, ça veut dire que I et B sont inversement proportionnels. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand I augmente, B diminue. D'accord? Donc dans notre situation, I augmente. Donc ça veut dire que B diminue. Et donc ça veut dire, comme c'est dit évidemment ici, d'accord? Si B diminue, on a des contraintes plus fortes. Voilà, on pouvait se contenter de ça. Vraiment, ça, c'était accepté. Après,
Ceux qu'on mesurait, évidemment, c'est très bien. Et on trouve quelque chose de l'ordre de 13 micromètres à peu près pour le B. Donc, c'est pas mal puisqu'on nous dit que on va jusqu'à 12 micromètres. Donc, du coup, en mesurant, en calculant, ça marche évidemment pas mal. Voilà pour cet exercice et du coup, pour ce devoir. J'espère que ça va aller. Bon courage!